On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. En quittant les témoins de Jéhovah à 20 ans, Michel pensait simplement reprendre sa liberté. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce choix ouvre, sans prévenir, une porte vers l'invisible. Au fil des années, elle traverse de nombreuses expériences paranormales. Certaines la bousculent, mais d'autres l'apaisent profondément. Toutes participent à une transformation intime, une façon bien à elle de se relier à l'au-delà. Cette histoire s'intitule Visite nocturne. J'ai 42 ans, je suis canadienne, née dans la grande région de Montréal, au Québec, mais depuis près de 13 ans, je vis en Alberta, donc dans le Far West canadien, près des montagnes Rocheuses. J'ai grandi dans une famille pas tout à fait comme les autres. À la fin des années 70, mes parents, qui étaient alors jeunes mariés et pleins de zèle, sont partis vivre en Guyane française pour environ 1 an et demi. Ils y étaient en tant que missionnaires pour les Témoins de Jéhovah. Donc, les Témoins de Jéhovah, c'est une organisation religieuse et une de leurs missions, c'est vraiment de prêcher au plus de gens possible au sujet de la Bible. Donc, mon père connaissait déjà bien la Guyane française parce qu'il y avait vécu plus tôt dans sa vie avec un de ses amis. Et là-bas, mes parents ont aménagé avec cet ami de mon père et une dame plus âgée qui les aidait au quotidien avec les tâches ménagères. C'était une dame qui faisait partie, dans le fond, de la religion des Témoins de Jéhovah et qui voulait les aider dans leur mission de prêcher en Guyane. Et sa façon d'aider à elle, c'était de garder l'appartement bien en ordre, de cuisiner pendant qu'eux allaient prêcher. Quand ils sont arrivés, ma mère était enceinte et c'est en Guyane que mon frère aîné est né auprès de toutes ces personnes. Donc, quand mon frère a environ 1 an, mes parents décident de rentrer au Canada. Je pense que c'était peut-être un peu trop difficile pour ma mère. Ma mère, c'est quand même une femme qui aime son confort. Elle devait trouver ça vraiment difficile. Il faisait extrêmement chaud avec un bébé. Ils vivaient à 5 dans un appartement. Je pense que pour eux, c'était temps. Il était temps qu'ils rentrent. Et peu de temps après, leur ami et cette dame ont choisi eux aussi de venir s'installer au Canada. Mes parents les ont hébergés temporairement, mais finalement, ils sont restés. Donc, ils étaient présents à la naissance de mes 2 frères, à ma naissance. Et donc, très vite, ils ont fait partie de notre famille. Moi, je suis née 3 ans après. Et ensuite, j'ai un frère plus jeune qui est né 5 ans après moi. L'ami de mon père, il était d'origine française. Donc, on l'appelait affectueusement Tonton. Et la dame, on l'appelait Nounou. Était devenue un peu comme notre grand-mère de cœur. En fait, on avait un lien plus fort avec elle qu'avec nos vraies grand-mères. Elle était française, mais ses parents étaient allemands et polonais. Donc, elle avait un accent qui était vraiment particulier. Puis, elle avait aussi un sacré caractère. Elle était vraiment grognonne, mais pleine de charme. C'était vraiment tout un personnage. Quand j'ai 4 ans, mes parents divorcent.
mon père part vivre avec sa nouvelle conjointe, tandis que mes frères et moi, on reste avec notre mère, tonton et nounou. On voit notre père les week-ends. Sa nouvelle femme a 2 fils que mon père adopte, ce qui fait que j'ai aussi 2 demi-frères. J'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah, comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, il n'y a pas d'Halloween pour nous, il n'y a pas de film d'horreur, il n'y a rien de tout ça. Tout ce qui touche de près ou de loin au surnaturel ou même à la magie, c'était vu comme quelque chose de démoniaque, donc on s'en tenait vraiment loin. Le résultat, c'est que pendant mon enfance, j'ai eu 0 contact avec ce genre de choses, mais ça, c'était avant parce que une fois que je suis arrivée dans la vingtaine, c'est là que j'ai commencé à vivre des expériences étranges. À 23 ans, je quitte les témoins de Jéhovah. Leurs valeurs ne s'alignaient plus avec mes valeurs. Il y avait des choses que j'avais commencé à remettre en question, que je ne croyais plus. Puis, j'avais aussi rencontré quelqu'un à cette époque-là qui ne faisait pas partie des témoins de Jéhovah. Quand tu quittes l'organisation, tu es complètement coupé. Il n'y a plus de contact avec la famille ou avec les amis qui sont encore dans l'organisation. Donc, on devient un peu invisible. Par contre, mon père contourne un peu les règles. Il pratique presque plus. Il est le seul à continuer à me parler et à garder un lien avec moi. Ça a été une période vraiment dure. Donc, j'emménage en colocation avec ma cousine. Et puis, quelques mois après avoir emménagé dans cet appartement, c'est là que je vis ma première paralysie du sommeil. Et c'est là que les choses bizarres commencent et que je vis une expérience absolument terrifiante. Une nuit, je me réveille, je suis incapable de bouger, mon corps est complètement figé et mes paupières refusent de s'ouvrir, mais je suis consciente, je sens une présence dans la pièce, comme si quelqu'un était là, proche de moi. Mon cœur bat vraiment fort, mais je peux rien faire. Soudainement, je sens la couverture glisser lentement sur mon dos et d'un coup, quelque chose me tire par les jambes. J'ai la sensation d'être traînée hors du lit, littéralement, comme dans un film d'horreur. Tout d'un coup, tout s'arrête. J'ouvre les yeux, je suis toujours allongée dans mon lit sous ma couverture, exactement dans la même position, comme si rien s'était passé. Mais je sais que c'était pas simplement un cauchemar, c'est autre chose. Quelque chose de réel, mais je peux pas l'expliquer. Et le pire, c'est que je sens encore la présence dans la pièce. Je la vois pas, mais je la ressens. C'est une présence lourde, oppressante, qui m'observe. Je suis évidemment paralysée par la peur. Et je ferme les yeux en espérant que ça disparaisse. Et sans niaiser, sans faire de blague, je commence à me sentir flotter. Pas très haut, juste un peu, à peine détachée du matelas, comme si je flottais au-dessus du matelas. Puis je sens le lit qui bouge un petit peu en dessous de moi. C'est la peur la plus intense que j'ai connue de toute ma vie. À un moment donné, j'arrive à puiser assez de courage pour ouvrir ma lampe de chevet, la lumière sur ma lampe de chevet. Et là, tout arrête. Il n'y a plus rien. Et évidemment, à partir de ce soir-là, j'ai dormi avec la lampe de chevet allumée à tous les soirs. J'ai tellement eu la frousse. Je dormais sur le ventre, puis ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que les gens disent souvent que la paralysie du sommeil, ça arrive simplement quand tu dors sur le dos en étant comme un genre de trouble du sommeil. Mais moi, à chaque fois que j'ai eu des expériences de paralysie du sommeil, je dormais sur le ventre. À cette époque-là, je suis vraiment souvent seule à l'appartement. Ma cousine est colocataire, elle vient juste de rencontrer son copain. Donc, elle passe tout son temps chez lui. Donc, moi, je suis seule à l'appartement à vivre ces choses étranges et épeurantes. Et j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me prenne un peu pour une folle. J'appréhende le moment du coucher, je fais une prière, j'allume la lumière. Même si je me sens plus vraiment religieuse, je faisais une prière parce que j'avais peur.
Je sais pas pourquoi ça a commencé à ce moment-là ou qu'est-ce qui a déclenché ça. Avec le recul, je me pose un peu des questions. Je me dis, on avait eu un problème avec nos voisines du dessus. Elles faisaient des genres de rituels de prière intenses le soir vers 10 ou 11 heures, juste au-dessus de ma chambre. Puis quand je dis intense, c'était vraiment bruyant. Ça m'empêchait de dormir. On leur demande gentiment de faire ça à des heures plus raisonnables, mais elles voulaient pas. Et on s'est pris la tête, comme on dit. Et après coup, je me demande, est-ce qu'elles m'ont envoyé un mauvais œil, une énergie, quelque chose? Je me suis posé la question. Je me suis aussi demandé, j'avais une petite statuette qui venait des Bahamas dans ma chambre. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait une entité attachée là-dessus? Peut-être, c'était quelque chose que j'avais reçu à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une explication scientifique. Je me suis aussi posé la question, j'ai regardé un peu sur Internet. Je sais qu'il y a des troubles du sommeil, c'est possible. Par contre, je pourrais pas expliquer pourquoi j'avais l'impression de léviter sur mon matelas au moment où j'ai repris le contrôle de mon corps. Ça, je pourrais pas l'expliquer. Honnêtement, j'ai aucune idée d'où tout ça vient. Ça n'a jamais vraiment été clair. C'est comme si plusieurs éléments s'étaient alignés à ce moment-là pour ouvrir une porte à quelque chose. À cette époque-là, je suis dans une relation à distance et quelques temps plus tard, on se marie et on emménage ensemble. Nouveau départ, nouvelle vie, mais les paralysies du sommeil, les choses inexpliquées et étranges continuent. Donc, c'est dans notre nouvel appartement, celui où j'emménage avec mon mari, que les paralysies du sommeil reprennent. Je me souviens particulièrement d'un matin. Lui est déjà parti travailler et moi, je me réveille seule. En fait, je pense être réveillée, je suis consciente, mais je suis incapable de bouger, mon corps est figé, mes yeux sont fermés. Mais j'ai une étrange impression, comme si je pouvais voir la pièce autour de moi, comme si j'étais à la fois dans mon corps et en dehors. Et puis, d'un coup, j'entends du bruit qui vient du salon. J'entends des voix, comme plein de voix, des voix masculines, des voix féminines qui rient, qui parlent comme s'il y avait une fête dans le salon. J'entends même comme des bruits de vaisselle, des verres qui s'entrechoquent, comme si des gens faisaient des toasts ou qui se servaient de la nourriture. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est chez moi à cette heure-là du matin? Soudainement, je suis capable d'ouvrir mes yeux et là, j'entends plus rien. C'est silencieux, mais j'ai couru au salon. Évidemment, il y avait personne, mais l'ambiance était étrange. Je me sens comme enveloppée dans un brouillard mental, puis j'ai un malaise profond. J'en parle pas à mon mari. J'ai trop peur. À ce moment-là, j'ai à peine repris contact avec ma famille, donc j'ose pas leur dire non plus parce que eux, avec leur foi témoin de Jéhovah, je sais qu'ils verraient ça comme une attaque démoniaque, puis j'avais pas le goût de gérer ça, disons là. Donc j'essaie de pas y penser, puis on dirait aussi que je me disais si j'en parle, ça va arriver encore. C'est pas logique, mais c'est ce que je me disais dans ma tête. Si j'en parle trop, si je lui donne de l'importance à cette chose, ça va encore arriver. Puis j'espérais que ça soit juste une phase. Des fois, je me demande pourquoi ça a commencé justement à cette époque-là. C'est juste, je sais pas trop. C'était une période étrange. Puis à chaque fois que je vais me coucher, j'ai toujours comme cette peur-là que ça va encore arriver. J'avais pas beaucoup de ressources ou de connaissances non plus sur les choses, comment qu'on dirait, pas mystiques nécessairement, mais inexpliquées, paranormales. Puis j'avais un peu peur aussi de rechercher ces choses-là à cause de mon passé religieux. Donc, j'espérais simplement que ça s'arrête. Environ 3 ans plus tard, Tonton, l'ami de mon père qu'on a toujours considéré comme un membre de la famille, décède. Sa mort m'a bouleversée profondément, puis je suis en deuil pendant quand même un bon moment. Et peu de temps après, mon mari et moi, on décide de tourner la page et c'est là qu'on déménage dans l'Ouest canadien. Et en 2014, on achète notre première maison. C'est dans cette maison-là que je vais vivre ce qui sera jusqu'à présent
ma dernière paralysie du sommeil. Donc, une nuit, je me réveille, ou du moins mon esprit se réveille. Mon corps est figé, mes yeux sont fermés, impossible à ouvrir. Mais pourtant, je vois. C'est ça qui est étrange. Je suis consciente de la pièce. Je vois mon mari qui est couché à côté de moi dans la position exacte où il dort. Et là, tout d'un coup, c'est difficile à expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Je vois l'espace, littéralement comme un vide cosmique où tournent des mandalas. J'entends de la musique. C'est vraiment puissant, c'est presque hypnotique. Et tout ça se passe en même temps. Donc, que je vois mon mari, que je vois l'espace, puis que j'entends la musique. Je perçois mon corps, mon mari, la chambre et cette vision de l'univers comme si c'était tout superposé. L'intensité de l'expérience, surtout la musique, me déstabilise complètement. C'était un genre de musique un peu mystérieuse. C'était beau dans le fond, c'est simplement que c'était trop. Il y avait trop de choses qui se passaient en même temps. Cette expérience me glace le sang. Cette fois-là, j'ai vraiment du mal à revenir de ma paralysie du sommeil. Je sentais comme mes paupières qui sautaient un peu, comme je forçais à ouvrir mes yeux et j'avais de la misère. Et quand j'arrive à ouvrir les yeux, la chambre autour de moi est exactement comme je l'ai vue pendant la paralysie. Mon mari est à côté de moi dans la même position, il n'y a rien qui a changé. J'ai même pensé que possiblement c'est ce qu'on appelle un voyage astral. Je me dis, il faut que ça s'arrête. Donc là, j'ai fait vraiment une prière, une affirmation, je ne sais pas comment la nommer, mais là, j'ai fait une genre d'affirmation prière avec toute ma force. J'ai tout mis ma volonté et je me dis dans ma tête, là, je veux plus jamais, mais plus jamais que ça arrive. Puis depuis ce jour-là, il n'y a plus rien. Cette fois-là, j'en ai parlé à mon mari. Puis là, il m'a dit que lui aussi, des fois, ça lui arrivait, pas exactement comme ça, mais il m'a dit que des fois, lui, il voyait une ombre noire au-dessus de lui et qui est incapable de bouger, mais qu'il est conscient et que ça lui arrivait de temps en temps. Donc, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Parce que ce que j'avais peur, justement, c'est comme je disais, qu'on pense que je suis, ça va pas, là. Moi, ce que j'ai fait, en plus de faire comme une genre de prière intense, j'ai instauré comme des petits rituels de protection que j'ai appris. Donc, je fais tout le temps le même rituel. J'imagine, je fais comme une bulle de protection autour de ma maison en couleur mauve, qui est apparemment la couleur de la protection. Donc, j'imagine, c'est ça que j'imagine dans ma tête. Tant que ça fonctionne, tant que j'ai pas d'expérience, je suis contente. Environ 1 an plus tard, la santé de Nounou décline et elle avait presque 100 ans à ce moment-là et elle est décédée. C'est à ce moment-là que je reçois ce que je considère comme ma toute première visite de l'au-delà en rêve. Je suis dans mon sommeil, je suis en train de rêver quand soudainement je me retrouve sur la rue de mon enfance, mais est un petit peu différente. Les couleurs sont vraiment éclatantes, comme si tout était amplifié, la lumière, les teintes, l'ambiance. Et là, je vois Nounou. Elle marche vers moi avec Tonton à ses côtés. Elle sourit, elle danse, elle a l'air contente, elle a l'air en paix, comme si tout allait bien. Elle ne me dit aucun mot, mais je comprends le message. Elle me fait savoir qu'elle est bien, que j'ai pas à m'inquiéter, qu'elle est libérée. Puis là, je sais que les gens vont dire « Ouais, mais c'est
comment tu sais que c'est pas juste un rêve? En fait, c'est vraiment un savoir. C'est un savoir profond. Je le sais, c'est tout. C'était pas un rêve comme les autres. J'ai jamais eu le moindre doute. Depuis qu'elle est décédée, ça m'arrive souvent de rêver à elle. Ça a été quand même beaucoup dans ma vie, mais jamais ces rêves-là ont ressemblé à ce rêve en particulier. Je suis convaincue que c'était une visite. Je peux clairement faire la différence. Quand je me suis réveillée, je me sentais émue. J'ai pleuré un petit peu et je l'ai conté à mon mari, puis lui aussi croyait que c'était une visite. Un après-midi de juillet 2019, je reçois un appel de ma belle-mère, la femme de mon père. Sa voix tremble et elle m'annonce la mort subite de mon père. À ce moment-là, évidemment, je suis en choc. Mon père n'était pas malade. C'est totalement inattendu. Je suis proche de mon père et la nouvelle m'a vraiment choquée. J'ai l'impression vraiment que tout s'effondre. Et 2 jours plus tard, je suis assise à mon bureau de maquillage, celui avec une lumière LED. La lumière est allumée, je m'apprête à faire mes soins de peau, mais je commence à pleurer parce qu'évidemment, je pense aux événements récents. C'est encore très vif. Donc, je pleure et soudainement, la lumière du miroir s'éteint toute seule. Je suis un peu perplexe. Je la rallume. Elle se referme. Je la rallume. Elle se referme. Je la rallume. Elle se referme. Et là, je me sens un peu bizarre de faire ça, mais je dis à voix haute, je dis « Papa, est-ce que c'est toi? » Rien. Mais je me sentais un peu ridicule à ce moment-là de le faire, mais il y a quelque chose en moi qui croit que c'est lui. Une fois que j'ai dit ça à voix haute, il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Par contre, plus tard dans la journée, j'écris à une de mes amies qui est médium. Donc, je lui dis que mon père est décédé et que j'aimerais la voir. Tout de suite, elle m'a dit « Oui, pas de problème, on prend un rendez-vous. » Quelques jours après, je vais voir ma copine qui est médium. Donc, on en parle, elle me réconforte. Et durant la session, je lui demande comment je peux entrer en contact avec mon père ou savoir quand il est là. Donc, elle me dit que je peux établir un genre de contrat du cœur avec lui. Donc, c'est comme un contrat qu'on fait dans notre cœur, juste entre nous, pour qu'il me donne un signe quand il est présent. Donc, elle me suggère des choses qui sont simples, des symboles qui sont faciles pour lui. Donc, elle me suggère de lui demander une pièce de monnaie, un papillon, une fleur, des trucs comme ça. Donc, après notre rencontre, je retourne à ma voiture et je ferme les yeux dans la voiture. Et là, dans le silence, je me centre, je respire, je pense à lui et je fais le contrat dans mon cœur. Pour le contexte, au Canada, on utilise beaucoup la monnaie. On a des pièces de 5 sous, de 10 sous, de 25 sous, de 1 $ et de 2 $. Donc, dans mon cœur, je lui dis, si tu veux me faire savoir que tu es là, envoie-moi une pièce de 5 sous. Donc, je rentre chez moi, je suis seule à la maison et là, je me sens le besoin de m'occuper, de faire quelque chose pour pas toujours penser à ça. Donc, je décide de faire un ménage de mon bureau. Et on avait un petit meuble à 2 tiroirs qu'on utilise pour nos papiers et on l'a pas ouvert, ça fait longtemps. Je sais que les tiroirs sont enfouis. Donc, je me dis, OK, je vais nettoyer les papiers dans ce petit bureau. Donc, j'ouvre le tiroir du haut. Je prends la pile de papier qui est toute en désordre pour commencer à les trier. Et là, quand je soulève la pile, je suis figée au fond du tiroir, au centre. Il y a une pièce de 5 sous. Je m'attendais vraiment pas à ça. Évidemment, je me suis mis à pleurer parce que dans mon cœur, je me dis c'est lui. C'est son signe, il est là. Cette nuit-là, je fais un rêve de mon père et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai rêvé à lui plusieurs fois depuis sa mort, mais cette fois-là, c'est différent. C'est pas juste un rêve, c'est une visite. Je le sais profondément, c'est une certitude.
Donc, dans ce rêve, on est tous les deux assis dans une banquette de restaurant. Mon père, ça a toujours été un bon vivant, donc il aime la bonne bouffe, la musique, les plaisirs simples, rire. Et il est exactement comme je me souviens de lui, vivant, chaleureux, lumineux. Alors, ça ne m'étonne pas que ce soit dans ce genre d'ambiance que la visite se passe. On est assis côte à côte sur une banquette de restaurant, on se regarde, il me sourit, je prends son visage dans mes mains doucement, on se dit rien, mais on se comprend. On se sourit dans un silence qui est rempli d'amour. Et après, on se retrouve dans une voiture. Mon père est au volant. Je tiens son bras et j'ai ma tête posée sur son bras. Il me ramène quelque part, je ne sais pas exactement où, mais je sais que je me sens bien. Et là, il me dit, « Tu sais que c'est la dernière fois qu'on se voit. » Et là, j'ai dit, « Oui, je le sais. » Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'il a choisi de me dire au revoir. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est juste comme un savoir intérieur. Je le sais que c'était pas simplement un rêve. En 2021, je découvre le documentaire Surviving Death sur Netflix. Et un soir, je regarde un épisode qui parle justement des signes que les défunts envoient à leurs proches. Et en l'écoutant, je me dis intérieurement, ça fait longtemps que j'ai pas eu de signe ou de visite de mon père. J'aimerais ça, avoir un signe. Et au moment exact où cette pensée-là traverse mon esprit, le luminaire au-dessus de la table à manger se met à clignoter rapidement. Mon mari est dans la cuisine. Moi, je suis assise dans le salon. Les deux, on se regarde surpris. Et là, je lui dis ce que je viens tout juste de demander dans mon cœur. Et la lumière continue de clignoter sans arrêt jusqu'à ce que mon mari se lève et éteigne la lumière. Puis, à ce moment-là, on habite dans cette maison depuis 7 ans. Ce luminaire n'a jamais fait ça avant. Et depuis cette journée-là, ça ne l'a jamais refait. Un jour, je suis au téléphone aussi avec ma mère. Elle me révèle quelque chose que je n'avais jamais su à propos de tonton. À ce moment-là, il est décédé, ça fait quand même déjà plusieurs années, mais c'est quand même maintenant que j'apprends cette nouvelle information à son sujet. Donc, ma mère me raconte qu'à l'époque où mes parents se sont séparés, comme je l'ai déjà mentionné, mes frères et moi, on reste vivre avec notre mère, tonton et nounou. Tonton aurait tout fait pour nuire à notre père et à notre relation avec lui. Il essayait de nous mettre des bâtons dans les roues, un peu de semer la discorde par peur qu'on veuille aller vivre chez notre père et qu'on développe un lien plus fort avec lui. Donc, il aurait voulu nous garder juste pour lui. Et là, en rétrospective, je vois à quel point ça a pu nuire à notre relation avec notre père, parce que moi, c'est seulement vers la fin de mon adolescence que je commence vraiment à reconnecter et à être proche avec mon père. Quand je comprends ça, je ressens une vague de colère. Je me sens trahie, puis je me dis, bon, à quoi bon? Tonton est mort depuis longtemps, mais quand même, je ressens le besoin de lui parler. Donc, dans mon cœur, je lui dis, si jamais tu peux m'entendre d'où tu es, je veux que tu saches que je suis fâchée, je t'en veux, tu n'avais pas le droit de faire ça. Cette nuit-là, je fais un rêve. Un rêve très différent de tous les autres que j'ai pu faire de lui depuis sa mort, ce que je considère comme une visite. Donc, dans ce rêve, je suis toute petite, j'ai à peu près 4 ou 5 ans. Je marche avec tonton dans une rue près de celle où j'ai grandi, un endroit que j'aimais quand j'étais petite. On tombe sur un magnifique pommier en fleurs. On va s'asseoir sous l'arbre. Il me prend dans ses bras, il me berce, comme il le faisait souvent quand j'étais petite. Donc, dans mon rêve, je m'endors. Tonton me berce et je m'endors dans ses bras. Quand je me réveille, toujours dans le rêve, je suis couchée sur un tapis de fleurs et de poussière. Donc, tonton n'est plus là, le pommier non plus. Ils se sont tous les deux comme dissous, transformés en pétales sur le sol. Et même s'il n'y a aucun mot qui est prononcé, je comprends qu'il me demande pardon. Et quand je me réveille pour de vrai, j'ai pleuré. Puis là, je lui dis dans mon cœur, c'est correct, je te pardonne.
En 2023, je suis en voyage d'affaires, donc je dors à l'hôtel, loin de la maison. Le premier soir, alors que je me couche, je sens une présence dans la chambre. Je vois rien, mais je la ressens très clairement. C'est pas une sensation malveillante, par contre, mais ça me dérange quand même. C'est un peu lourd, comme une grande ombre noire masculine silencieuse, mais qui est là. C'est comme si je la voyais ou je la sentais dans mon subconscient. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je décide de l'ignorer, puis je me force à m'endormir. Quelques jours plus tard, de retour à la maison, je reçois un appel. On m'annonce qu'un membre très proche de ma famille est décédé de manière tragique. Pour garder une certaine confidentialité, je ne vais pas dire qui c'est ou comment il est décédé, mais quand j'apprends la nouvelle, mon cœur se serre évidemment et je réalise que cette personne-là est décédée exactement le jour où j'ai ressenti la présence dans la chambre d'hôtel. Est-ce que c'était cette personne-là? Je peux pas le confirmer, évidemment, mais c'est quand même une coïncidence qui est troublante. Et puis, évidemment, je suis bouleversée. Mon mari et moi, on en parle toute la journée. Et encore une fois, quand on est couché, on est dans notre lit, on est plongé dans l'obscurité, puis on parle de cette perte avec vraiment beaucoup d'émotions. Et là, tout d'un coup, la lumière du couloir s'allume toute seule. C'est un luminaire avec un interrupteur à intensité variable. Donc, ce qui se passe, c'est que la lumière s'allume à son intensité la plus faible, puis ça l'augmente graduellement, lentement, jusqu'à la pleine puissance. Donc, on passe d'un noir complet à un éclairage doux, puis vif. Et là, mon mari et moi, on se regarde dans les yeux un peu figés, apeurés. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on habite dans cette maison et la lumière, elle a jamais fait ça. Et elle l'a pas refait depuis. Je me souviens avoir dit à voix haute le prénom de ce membre de la famille, puis j'ai dit « Merci, on sait que t'es là, mais s'il te plaît, fais-nous pas peur comme ça. » Récemment, à l'anniversaire de sa mort, on en a parlé un peu, mon mari et moi. J'ai dit hey, « Ça fait déjà tant d'années qu'il est décédé. » Et cette nuit-là, durant la nuit, le luminaire en haut du lit a fait exactement la même chose. L'été 2024, une de mes copines me propose d'aller dîner avec elle dans un restaurant coréen où elle est déjà allée et où la nourriture est excellente. Par contre, elle me dit qu'elle a ressenti des choses paranormales là-bas, notamment dans la salle de bain des femmes. Donc, elle m'explique qu'à sa dernière visite, les robinets s'étaient activés tout seuls, les chasses d'eau s'étaient activées toutes seules. Même si j'ai vécu des choses, j'étais sceptique. Je me dis ça peut facilement être un problème avec les détecteurs de mouvement. Donc, on va dîner ensemble. Et là, vers la fin du repas, je vais utiliser la salle de bain. Donc, je suis dans la salle de bain. Et oui, les chasses d'eau et des autres toilettes s'enclenchent toutes seules. Mais encore une fois, je me dis, c'est sûrement un problème technique. Ma copine me rejoint dans la salle de bain et elle me dit, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Je lui dis, non, tout va bien. Et pour plaisanter, je dis à voix haute, fantôme des toilettes, manifeste-toi. Bon, évidemment, il n'y a rien qui arrive. Donc, on retourne à la table. Et là, au moment où on revient, les baguettes posées dans une assiette commencent à rouler toutes seules. Donc, évidemment, c'est un restaurant coréen, donc il y a des baguettes dans une assiette, mais il n'y avait aucune vibration, il n'y avait aucune inclinaison de la table ou de l'assiette pour expliquer ça. Et là, moi et mon ami, on se regarde. Je prends une des baguettes, je la déplace dans l'assiette et moins d'1 minute après, je vois la baguette qui se soulève puis qui retombe comme si une main invisible l'avait soulevée pour la déplacer. J'ai jamais vu un objet bouger tout seul. C'est la première fois que je vois un objet qui se déplace. On a eu une peur bleue. On a pris la facture, on a payé et on est parti rapidement. J'étais sous le choc. Pour vrai, j'en revenais pas. J'ai dit, ça se peut pas. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Là, je me dis, est-ce que je l'ai imaginé? Non, on a vu les deux. On a vu la baguette se soulever. Ça s'est soulevé littéralement et déplacé dans l'air. On l'a vu. Le restaurant est fermé maintenant.
Je me demande pourquoi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses. Pourtant, il y a quelques restaurants qui sont connus dans ma ville là, pour être hantés. Il y en a un, il s'appelle le Dean's House, où il y a eu plusieurs meurtres. Mais c'est tellement une maison ancienne qui est belle, qu'ils l'ont rénovée en restaurant. Puis les gens, ils disent souvent vivre des choses, les employés vivent beaucoup de choses là-bas. J'étais allée quand même 3 fois, puis là, j'ai jamais rien vécu, par exemple. Récemment, j'ai consulté un médium juste pour le plaisir. Puis pendant la séance, elle m'a dit je vois l'esprit d'une vieille dame avec un fort accent qui vient régulièrement nettoyer les énergies chez toi. Et à ce moment-là, elle a reproduit le fort accent particulier de Nounou. Je sais pas comment elle a réussi, mais elle le fait. Et ça m'a fait rire et en même temps, ça m'a émue. J'ai vraiment aimé cette petite expérience-là. Je m'attendais pas à ça non plus. Donc là, je sais que Nounou visite ma maison pour nettoyer les énergies de temps en temps. Après toutes ces expériences, c'est évident que la mort physique, c'est pas la fin de tout. Pourquoi certaines personnes ont ces expériences-là? Moi, je me dis c'est possiblement parce que j'ai une certaine ouverture. Aussi, sûrement parce que le lien avec ces personnes-là était vraiment fort. C'est quand même toutes des membres de ma famille avec qui j'ai un lien proche. C'est ce que je me dis. Puis, je pense que possiblement, ça peut être lié au fait que j'ai quitté les Témoins de Jéhovah. C'est sûr que, tu sais, dans les Témoins de Jéhovah, on n'a pas le droit de s'ouvrir à ça du tout. Je me rappelle quand on était enfant, on n'avait même pas le droit de regarder Harry Potter. C'était trop magie et tout ça. Donc, il n'y a vraiment aucune connexion. Tandis que lorsque j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, c'est sûr que là, bon, il y avait peut-être une porte qui s'est ouverte. Moi, je me dis que j'ai eu la chance de vivre plusieurs événements qui m'ont permis de percevoir la possibilité d'une connexion avec l'au-delà d'une manière qui dépasse notre compréhension, des fois de façon troublante, mais aussi à d'autres moments de façon qui était, pour moi, profondément positive, comme les rêves, les signes inattendus qui m'ont ouvert les yeux sur l'existence de réalités parallèles et je crois sur la persistance de l'énergie après le départ des êtres chers. Pour moi, ça m'a permis de comprendre que l'amour et la présence des êtres chers, ça continue d'exister d'une manière qui est différente, mais qui peut quand même être réelle. C'est comme ça que je le vois. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.